Merci Elsa. Oui, on débat de l'avenir des communes et des intercommunalités avec 4 invités. Bruno Bettenot, maire d'Arceau, Anthony Vado, maire de Branches, et Pierre Poyot, maire de Viange, Cyril Boulot, maire de Villeneuve-sur-Yonne. Alors, reparlons de ce fameux millefeuille territorial que certains veulent alléger, notamment au niveau de l'État. C'est vrai qu'il y a les régions, les départements, les intercommunalités, les SCOT, les pays, les syndicats intercommunaux. Je crois qu'il y en a 13 000 en France. Il y a les communes, 36 000 et quelques, c'est 40% des communes de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on supprime? Est-ce qu'il faut supprimer quelque chose? Tout le monde veut parler, là, c'est formidable. Allez, Pierre Poyot, on va commencer par il ne faut pas avoir de tabou. Je crois que ça rejoint d'ailleurs la question des deux internautes qui comprennent bien globalement la question qui est posée, c'est celle à la fois des coûts globaux et puis de l'efficience. Là-dessus, vous avez donné la liste tout de suite, je pense qu'il y a un moment donné où à force d'empiler, non seulement, vous savez, 2 plus 2, ça ne fait pas forcément 4, hein, ça peut faire 3, donc à force de multiplier, moi je crois qu'honnêtement, quand on regarde les choses, il y a quelques années, quand on a créé les intercommunalités, moi je trouve que l'idée était bonne. La vraie intercommunalité avec fiscalité propre, qui permettait tout de même d'avoir une action sur un territoire pertinent. On y a rajouté les pays, et soyons honnêtes, quand on a créé les pays, je vous rappelle que l'idée est venue, alors je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais peu importe, les 2 personnes qui avaient porté l'idée, c'était Mme Voynet et M. Pasqua. On ne peut pas franchement les taxer de sympathie entre elles, hein, je ne pense pas. Mais l'idée, c'était bien d'asseoir un territoire sur ce qui était un bassin de vie. Il me semble qu'aujourd'hui, malheureusement, les pays ne se sont pas créés autour de bassins de vie. Ils ont plutôt été créés autour du pouvoir d'un élu, du moins je parle pour la Côte d'Or. Ensuite de ça, on y a rajouté les SCOT, et quelque part, ça finit par faire quand même beaucoup. Et les gens ne comprennent plus rien. Ils n'y comprennent plus rien, et ça fait des coûts. Alors, si vous permettez, moi, sur les pays, je me dis aujourd'hui, il y a un choix à faire. C'est comme boire ou conduire. On ne peut pas garder et les pays et les départements. Après, il faut discuter. Il y a peut-être des nuances, mais il faut qu'on diminue les coûts, qu'on fasse quelque chose. Et si vous permettez une dernière remarque sur les SCOT, parce que je ne sais pas si on y reviendra, sur les SCOT, autant ça peut se justifier en territoire urbain, autant en rural, à mon avis, ça n'a aucun sens, et encore une fois, des coûts en plus. Bruno Bettenot, vous partagez ce constat? Je partage ce constat en disant que quand on a donné quand on met de la souplesse, on s'aperçoit, par exemple, pour les pays, ça a un coût, mais ça a un coût en fonction aussi des choix que les élus font. Par exemple, nous, dans le pays Val-de-Saône, on a considéré que c'était les communautés de communes qui devaient porter le pays. Et chaque animation ou chaque compétence prise à travers le pays était portée par une communauté de communes. Ce qui fait qu'on n'avait quasiment pas, je dirais, d'ingénierie propre à un syndicat qui aurait été créé pour porter le pays. Donc on travaillait à coût moindre. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui nous ont été amenées par le législateur. Ce n'est pas des choix des élus locaux. On nous en met. Mais aujourd'hui, moi je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur le constat. Le constat, on met en cause, je dirais, la gestion communale et intercommunale à travers ces syndicats et l'intercommunalité. Mais il faut savoir que dans des chiffres, je vais vous donner 4 de chiffres. Rapidement. Hein. Prélèvement. Le temps passe. Prélèvement 44,6 au niveau national sur le produit intérieur brut. Part des communes, 5,4%. Dette des collectivités, 10% de la dette nationale. Investissement des collectivités, 70% de l'investissement national. Cherchez l'erreur. Moi, je veux bien qu'on nous dise qu'il faut améliorer, qu'il faut, etc., qu'on ait des dépensières. Lorsque la Cour des comptes publie ce qu'elle a donné en disant qu'il faut regarder les chiffres avec précaution et que la presse s'en empare, on est sur à peu près un petit peu moins de 200 collectivités, pour la plupart urbaines, et on traduit ça sur tout l'ensemble national. Non. Ce qu'on souhaite, nous, et si on voulait faire un constat sérieux, c'est d'un côté, il y a les zones urbaines avec leurs problématiques, et d'un autre côté, il y a les zones, disons, rurales. Mais ne mélangeons pas tout, ne mettons pas une virgule après un texte qui va être fait pour les métropoles et autres, on dira ça ira bien pour les territoires. Non. Et ce qu'on a rappelé le 28, c'était de dire on est diverses et il faut des textes spécifiques, particuliers.
Cyril Boulot, alors je reprends votre exemple si vous permettez. Vous êtes conseiller général d'un canton, si je ne me trompe pas, qui regroupe exactement votre communauté de communes, non? Et qui, qui pour l'instant qu'il ne regroupait intégralement, mais va le regrouper dans la nouvelle configuration. Mais poser la question de la suppression de certains échelons, oui, moi je suis d'accord, il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. Il faut regarder. Pour autant, le vrai débat, va défendre sa chapelle. Voilà, le vrai débat, c'est celui de la clarification des compétences. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, on a un millefeuille en effet territorial, on a le maintien et même le développement d'échelons intermédiaires au niveau territorial, et on a surtout des compétences qui sont partagées par plusieurs structures. Je vais prendre un exemple précis, le tourisme. Tout le monde fait du tourisme pratiquement. J'avais pris une fois cet exemple en séance du Conseil général. La région fait du tourisme, le département fait du tourisme. Le département de Lyon avait 2 agences, l'agence de développement du tourisme de Lyon, l'union départementale des offices de tourisme. Vous rajoutez les comités de communes qui font du tourisme, vous rajoutez les communes avec leurs syndicats d'initiative, vous rajoutez des associations qui font également du tourisme. Plus personne ne fait de tourisme, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de marketing touristique ou de cohérence territoriale. Donc il faudrait donner cette compétence à une seule. Voilà, je pense que c'est ça. Sur la culture, c'est la même chose. Il faut clarifier les choses et on évitera certains doublons. Et là, peut-être aussi, et je reviens sur la question qui me semblait aussi pertinente de l'internaute, ça sera peut-être une source d'économie. Parce que c'est là aussi qu'il y a des économies à faire. Sur la culture, sur le tourisme, sur le développement économique, il faut trouver le bon échelon, la bonne représentation, la bonne structure à la bonne place. Moi, je suis inquiet de la suppression. Alors, je partageais peut-être pas ce point de vue avant d'être conseiller général, je l'avoue. Mais je suis inquiet de l'avenir des départements, qui me semble en tout cas un maillon essentiel de proximité. Et de solidarité, et de cohésion sociale. C'est d'autant plus vrai, parfois, quand vous regardez, par exemple, la position de Sens ou de Villeneuve-sur-Yonne au regard de sa capitale régionale, ou au regard de sa position territoriale vis-à-vis de l'Île-de-France ou vis-à-vis de la Champagne ou du Loiret. Voilà, les questions peuvent se poser en effet. Alors revenons sur ce millefeuille. Anthony Vado, alors il y a, je disais, 13 000 syndicats intercommunaux. Vous qui venez de créer une communauté, vous venez de créer une communauté de communes, en tout cas différente de celle qui existait avant. Est-ce que du coup ces syndicats, vous absorbez leurs fonctions? Comment ça se passe? Non, est-ce qu'il le faut? À part de rares cas ou des syndicats à vocation scolaire qu'on peut récupérer ou autres, parfois il y a des syndicats qui sont encore bien plus gros. On a par exemple un syndicat d'ordre ménagère qui regroupe 47 communes, donc c'est à cheval sur 3 ou 4 communautés de communes. Donc on n'a encore pas... Il faut les garder alors ces syndicats intercommunaux aussi? Oui, mais il y a certains syndicats, l'eau potable, les ordures ménagères, ils ont un fonctionnement propre avec des redevances directement chez les gens. Ça n'a pas forcément de coûts supplémentaires. Le fait de le mettre en communauté de communes, ça ne changera rien à leur efficacité. Il faut effectivement, le plus grand débat, c'est clarifier les compétences, c'est trouver le bon échelon, quel est le bon niveau. Par rapport au département, je suis peut-être un peu plus nuancé que mes collègues. On aurait pu le supprimer, ou au moins il y avait l'option du conseiller territorial précédemment, où on peut avoir un élu qui siège à la fois au département et à la région. Ça aurait permis de clarifier les compétences, savoir qui allait s'occuper du transport, qui allait s'occuper du tourisme, de la culture, qui allait s'occuper des collèges d'un côté, les lycées de l'autre. Ça aurait pu être un seul de ces échelons-là. Maintenant, comme on lance en même temps le débat des fusions des régions, ça va nous paraître beaucoup trop loin de fusionner départements et régions. On aurait pu penser que dans cette réforme, moi, personnellement, je suis plutôt pour des grandes régions, 8-10, mais plutôt 8, parce qu'à une époque, et je crois encore toujours, la France, il y a 8 régions administratives, et elles sont toujours là depuis 50-70 ans. Elles servent la gendarmerie et les militaires, et ça marche très bien. Elles sont reconnues. Et le fait de dire, on reste sur cette image de 8 grandes régions, admettons, ce qui nous permet de laisser les départements comme le lieu de proximité, de gestion de proximité. Mais pour cela, il fallait savoir qui fait quoi, comment. C'est pour ça qu'on en revient à notre truc. Les compétences, on est tous, vous voyez, on est divers gauche, divers droite, etc. Des élus de terrain, on est tous d'accord. Pratiquement, à quelques nuances près, on est tous d'accord sur le fait de dire qu'à un moment donné, il faut que les élus puissent travailler ensemble, écrire leur territoire et mettre en place des compétences en fonction des besoins et des services demandés par leur population.
Le problème scolaire que Pierre rencontre n'est pas forcément le même que moi je rencontre, parce que lui, il a des communes qui ne peuvent pas faire vivre une école, nous on a des communes qui peuvent faire vivre une école, et d'emblée, déjà, dans le sens démocratique de la gestion de proximité voulue dès le départ depuis 1789, eh bien, l'école est quand même un élément important d'une commune. Mais avec bon sens, je peux la faire vivre ou je peux pas la faire vivre. Si je peux pas la faire vivre, eh ben, j'essaye de me regrouper pour essayer de maintenir quelque chose de vivant sur mon territoire. Mais c'est pas forcément une obligation lorsque je peux continuer à la faire vivre sur une commune. Et c'est vrai pour un tas d'autres, pour d'autres compétences. Voilà. Et on a le sentiment d'une défiance de cette haute fonction publique qui est la même main qui écrit sous Sarkozy ou sous Hollande la réforme territoriale. C'est la même main. C'est une idée de la haute administration française. Alors, je ne sais pas si c'est divisé pour régner ou pour leur prérogative, mais c'est totalement aberrant. Il nous reste 2 minutes, alors je voudrais que vous concluiez aussi. Qu'est-ce que vous dites finalement aux parlementaires que vous rencontrez sans doute régulièrement pour cette loi? Qu'est-ce que vous leur dites pour que ça fonctionne? Ou qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est très clair, hein. C'est de leur dire, il faut que ce soit fait sur la base d'une adhésion locale, la réforme. Il faut que ce soit adapté au territoire. J'espère que le Premier ministre va tenir la parole, qu'il a dit, je relis pour ne pas me tromper, il a affirmé en notant qu'un territoire rural, par exemple, ne fait face ni aux mêmes réalités ni aux mêmes défis qu'une métropole. Si on met ça en œuvre, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, mais comme le disait Bruno, pourquoi avoir cogné un grand coup puis après revenir, qu'on peut peut-être prendre un peu de temps. Anthony Vado. Le message, c'est déjà d'éviter et arrêter que l'État fasse toujours un mauvais procès aux collectivités de base. On est tous sur le terrain et on nous baisse les moyens. On ne va pas revenir sur les dotations dont on a parlé tout à l'heure qui font qu'on aura de moins en moins de moyens pour investir. Et d'un autre côté, on nous annonce qu'on nous en enlèvera ou on arrêtera les normes. De plus en plus, on met des règles de la construction, etc. Et là-dessus, il faudrait effectivement passer des paroles aux actes et arrêter de nous rajouter des dépenses qui deviennent obligatoires. Cyril Boulot, en 20 secondes. C'est notre rôle d'élus de faire remonter, en effet, à nos parlementaires, en tant que président de la communauté de communes du Villeneuve-Vien, mandaté par les maires de ma communauté. Moi, j'ai saisi mes 2 parlementaires, enfin les 2 sénateurs et notre député, pour qu'elles fassent remonter aussi ces préoccupations d'élus de terrain sur les seuils, sur les redécoupages. Il faut mettre, on disait tout à l'heure, de la cohérence, de la clarification. Je crois que c'est important, c'est des messages vraiment à retenir. Et nous continuerons, bien sûr, nous, à France 3, de suivre ce dossier. Mais là, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Merci de votre attention. Le 12-13 se poursuit dans un instant avec le développement de l'actualité nationale et internationale. Très bel après-midi à tous.